Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour cette émission, nous recevons Mayol de la Hamed, qui est commissaire-priseur associé au groupe Milon. Italie, Benelux, Vietnam, nous allons revenir sur les nombreux développements de la maison de vente. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Le groupe Milon s'est beaucoup développé ces dernières années, voire ces derniers mois, avec des acquisitions, des ventes dans des pays où la culture des enchères est moins développée. Milon comprend aujourd'hui 4 maisons de vente principales, France, Belgique, Vietnam et désormais Italie, avec des bureaux d'expertise dans 35 villes dans le monde. Et je suis ravie d'être en compagnie de Mayol de la Hamed, qui est commissaire-priseur associé du groupe. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors avant de revenir en détail sur le développement du groupe, j'ai l'impression que c'est surtout le développement international qui est l'axe stratégique principal pour se démarquer d'un secteur qui est assez... qui est assez concurrentiel. Est-ce que c'est ça votre la colonne vertébrale de ce développement que vous visez? Oui, en tout cas, de ces dernières années, c'était exactement ça. On ne s'éloigne pas du marché traditionnel et de l'activité traditionnelle des commissaires-priseurs en France. Mais l'idée, et vous l'avez dit, c'est une concurrence toujours plus accrue. Donc on va chercher des nouveaux marchés et précisément à l'étranger en ce moment. Parce que comment ça se passe? Est-ce qu'en se développant à l'international, on a une plus grosse assise, mais en même temps, est-ce qu'on ne se met pas aussi en concurrence avec les plus gros, par exemple les États-Unis Vous savez, à Paris, on est toujours en concurrence avec les petits, les gros, avec tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, on a la peau dure, on est habitué. En allant à l'étranger, on se confronte déjà à des nouveaux marchés. Les gros anglo-saxons sont déjà partout. On va chercher même des marchés émergents comme le Vietnam, vous l'avez dit, mais dans tous les cas, on sera en concurrence. À nous d'innover et d'apporter de nouveaux formats, d'aller chercher de nouveaux clients pour se faire sa place finalement dans ces marchés très très concurrentiels. Alors du coup, vous avez fait l'acquisition récente de notamment Il Ponte Casa d'Asti, prestigieuse maison de vente italienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a été réalisé ce choix? Ce choix, c'est une opportunité déjà avec on va appeler ça des amis communs italiens, nos correspondants italiens qui avaient l'habitude de travailler avec cette maison de vente qui ressemble en beaucoup de points à la nôtre, Milan-Paris, une 50aine de personnes, une 30aine de départements, des ventes très classiques mais aussi largement contemporaines, des bijoux, des vins, très semblables finalement aux maisons de vente parisiennes. Mais surtout avec une direction familiale qui ressemble aussi à la nôtre, qui nous a beaucoup séduit. On y était encore hier et ce week-end pour finaliser les rencontres et on s'est rendu compte qu'on avançait ensemble vraiment dans la même direction. C'est assez agréable de voir que au-delà des Alpes et je pense dans d'autres pays aussi, des gens pensent comme nous et ont envie de se développer en même temps que nous ailleurs. Et l'important, c'est de se consolider en tant qu'acteur européen et pas seulement peut-être à Paris. Je me disais. Acteur européen, oui, bien sûr. On a l'Italie, on a un bureau en Espagne, on est en Benelux, historiquement en Belgique, mais là, on se redéploie vers le Luxembourg et les Pays-Bas en même temps. On a des liens forts avec la Suisse aussi, avec des correspondants très, très actifs. Oui, l'Europe, on va essayer de se concentrer sur l'Europe avant de parler du Vietnam qu'on a commencé déjà à ébaucher, mais l'Europe est un marché important pour nous. Ouais. Parce que, alors justement, vous avez parlé du Vietnam. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est venue cette idée? Pourquoi ce marché du Vietnam? Comment ça s'est passé cette première? C'est une maison de vente que vous avez installée là-bas. C'est pas seulement c'est pas une acquisition. On crée quelque chose de toute pièce avec des conditions. Vous imaginez avec une culture très différente du marché. Pareil, c'est une histoire d'amitié aussi. On a rencontré nos correspondants vietnamiens à l'occasion de vente en France d'objets vietnamiens, pour le coup, des objets importants qui ont été vendus là-bas. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi finalement beaucoup de ces choses-là acquises en France retournent au Vietnam? Allons les chercher là-bas. Allons les vendre là-bas, allons chercher les collectionneurs là-bas. Et voilà, on annonce déjà 2 ventes. On en a une la semaine prochaine à Hanoï.
et on annonce déjà 2 ventes pour 2025 là-bas. Ça prouve qu'il y a un marché à prendre et ils ont envie d'avoir nos méthodes européennes pour créer leur marché qui n'existe pas vraiment aux enchères en tout cas. Oui, parce que le secteur des enchères là-bas, est-ce qu'il y a déjà des maisons de vente aux enchères vietnamiennes qui sont développées Oui, mais ce sont surtout des marchands sur le mode des antiquaires européens. Les enchères, ils aiment beaucoup les enchères, ils achètent beaucoup en France et ailleurs, les Vietnamiens, mais chez eux, l'activité des enchères n'est pas si développée que ça. On va essayer d'apporter ce qu'on sait à peu près faire à Paris chez eux. Oui, parce que c'est intéressant stratégiquement de suivre en fait l'objet. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait beaucoup d'objets vietnamiens en France liés à l'histoire, etc., qui sont maintenant rachetés par différents acheteurs, ça peut être partout en Asie d'ailleurs, et qui maintenant se revendent beaucoup plus avec ce qui intéresse une culture locale, enfin des acheteurs locaux. En fait, les acheteurs locaux, les acheteurs du Vietnam achètent ce qui a été créé en France à l'époque dans l'entre-deux-guerres, surtout ce qu'on appelle l'école de Hanoï, des artistes qui sont devenus extrêmement importants, Mai Tu, Le Faux, pour les plus importants, et qui s'exportent très très bien là-bas. On s'est rendu compte que évidemment, il y en avait beaucoup là-bas, mais on va essayer d'aller les chercher et de leur faire redécouvrir à eux. Eux, les Vietnamiens, ils le connaissent déjà, mais il y a tout un pan de nouveaux collectionneurs qui cherchent ce genre d'œuvres. On va essayer de les aider, de les accompagner dans leurs achats. Et culturellement, c'est pas forcément encore un réflexe d'aller aux ventes aux enchères, ou c'est quelque chose qui est déjà installé? Au Vietnam, ça s'installe depuis une dizaine d'années, on va dire, mais c'est finalement assez nouveau. Nous, on connaît ça depuis le fin 18e siècle. Eux, c'est les années 80. Il n'y a pas vraiment cette culture des enchères, mais ça les amuse beaucoup. Et c'est vrai que suivre comme ça, vous parlez ça fait plusieurs fois qu'on nous dit, c'était des rencontres comme ça qui nous a permis de développer. Je crois que c'est l'histoire de notre étude Milon. Voilà, Alexandre Milon tient à cette ambiance très familiale et très, très amicale entre tous, et ça se vérifie sur les acquisitions, ou en tout cas les partenariats à l'étranger. C'est toujours ça qu'on cherche. De toute façon, dans l'amitié, on y arrive toujours mieux. C'est sûr. Voilà. Mais ce qui vous permet de réaliser ça, c'est votre indépendance financière. C'est exactement notre indépendance financière et puis notre indépendance. Oui, tout court. Oui, c'est ça. On n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de fonds derrière nous. On travaille entre nous. Ça nous laisse une vraie grande liberté et c'est ça qui fait que ce développement s'est un peu accru ces dernières années, notamment. Et ça s'est manifesté de manière très positive, toutes ces prises de risques? Pour l'instant, oui, on touche du bois. Pour l'instant, oui, mais voilà, il y a c'est surtout Alexandre Milon qui prend ces risques, toujours ce goût du risque, mais qui s'avère la plupart du temps fructueux. Il y a des erreurs, il y a des recadrages, mais pour l'instant, la vision est bonne. Oui, parce que aussi, donc, je voyais que vous avez également fait des partenariats, donc ça c'est plus des enchères ponctuelles, d'après ce que j'ai compris, au Liban, au Maroc. Oui, au Maroc beaucoup, mais les pays du Maghreb, d'ailleurs, il n'y a pas que le Maroc, l'Algérie, voire la Tunisie, on y pense beaucoup parce que pareil, il y a un marché d'œuvres qui ont été créées en France ou en Europe et que les acteurs locaux rachètent, une création même, enfin, aussi contemporaine qu'on aimerait bien aller exploiter là-bas. Ces nouveaux lieux-là, ce qu'on appelle nos marchés émergents à nous, on essaye d'importer nos méthodes, nos vieilles méthodes européennes qui finalement ont porté leurs fruits, avec tout ce qu'on peut développer de digital et nos méthodes d'accompagnement des clients. Oui, parce que je lisais le communiqué de presse qui insistait sur le fait que vous souhaitiez lier tradition et innovation. Comment est-ce que ça se manifeste donc, dans ces nouveaux temps? Parce que donc, vous instaurez un savoir-faire quand même qui est centenaire, mais avec toujours, j'imagine, des nouvelles méthodes, des nouvelles innovations. L'enchère est par définition une méthode ancienne, mais on essaye de lui apporter, de l'accompagner avec des méthodes digitales, les réseaux sociaux. On essaye d'être
particulièrement actifs là-dessus. Voilà, toutes sortes de ventes en ligne. On a 75% de nos ventes qui se passent en ligne, hein, en volume de vente, donc ça devient important. On garde l'enchère, mais on apporte des méthodes nouvelles. Surtout que sur ces nouveaux marchés, j'imagine que c'est quand même des collectionneurs qui doivent être plus jeunes peut-être, ou oui. intéressés par un retour vers leur culture. Exactement, on essaye de chercher des jeunes collectionneurs. La cible, elle est on va dire entre 35 et 45 ans. Je ne dis pas que c'est que, mais les traditionnels connaissent déjà les ventes aux enchères. On va dire les plus de 50-60 ans connaissent. On va dire les quarantenaires ne sont pas forcément familiers de ça. On va essayer de les chercher. Et puis on va aller les chercher avec les méthodes qu'ils utilisent au quotidien, c'est-à-dire les réseaux, puis les plateformes digitales. Oui. Et là, donc là, on est à la fin de l'année. Comment s'est passée cette année 2024 ? Dans un contexte un peu morose pour le marché mondial, moins 36% quand même au premier semestre pour le marché mondial, j'entends. Nous, le groupe Milon, on est à plus 3-4%, donc on s'en tire quand même pas si mal et on est très heureux finalement de nos méthodes qui ont l'air de fonctionner. Oui, et puis vous avez des objectifs de croissance, je disais de 70% en 5 ans. Ça se repose sur sur le déploiement à l'international développement à l'international et puis le développement de la digitalisation de notre métier, assurément. Ouais. D'accord. C'est vraiment les deux piliers de développement. Ok, et puis après, centenaire du groupe Milon en 2028, et là aussi... Quelle fête. Quelle fête. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup, Maëlle Delahamed. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur associé au groupe Milon, et merci à vous, toutes et tous, de nous avoir suivis. C'était Arts et Marché.